L'échiquier international, bienvenue à tous. Troisième jour de trêve avec la libération d'un second groupe de 39 prisonniers palestiniens. Ajoutons à cela un total de 248 camions d'aide humanitaire arrivés au sein de l'enclave. Mais à côté, la tension est bel et bien présente. 9 Palestiniens tués par balles. Les 50 jours de bombardement ont laissé des traces et le mot est faible. Des ONG tirent la sonnette d'alarme. La situation humanitaire demeure critique et le risque d'augmentation de maladies est réel. Les responsabilités de ce drame palestinien devront être mises sur la table. Laquelle? Celle de la CPI. C'est en tout cas le sens d'une plainte déposée par un collectif d'avocats. En tout et pour tout, ce sont 500 juristes internationaux qui portent plainte pour génocide et crimes de guerre devant la Cour pénale internationale. Une plainte déposée en début de mois au siège donc de la CPI à La Haye, aux Pays-Bas. Et l'une des figures à l'initiative de cette plainte collective est l'avocat au barreau de Lyon, Gilles Devers, qui sera avec nous ce soir. Nous tenterons de passer en relief les tenants et les aboutissants de cette action en justice de niveau international. Quelles sont ses chances d'aboutir et les officiels sionistes pour être déférés devant les juges et surtout, par-dessus tout, une interrogation qui brûle toutes les lèvres. Comment expliquer que l'entité sioniste puisse jouir d'une sorte d'immunité et échapper à la justice internationale, pourtant ratifiant les textes de la CPI? Élément de réponse, c'est tout de suite. On l'a dit, la CPI se penche sur le dossier palestinien depuis au moins 3 ans, une enquête ouverte en février 2021, mais dont l'aboutissement après un processus complexe, car dans un premier temps, la CPI se déclare incompétente car la Palestine n'a pas au début le statut d'État. Et puis en 2015, après une résolution de l'Assemblée générale de l'ONU, la considérant enfin comme un État non membre, la Palestine adhère au statut de Rome, traité fondateur de la CPI. Et puis en février 2021, enfin, la Cour estime qu'elle est territorialement compétente pour reconnaître des crimes commis sur le territoire palestinien occupé par l'entité sioniste. Pour discuter de tout cela et encore beaucoup d'autres éléments, j'ai le plaisir d'accueillir Maître Gilles Devers, avocat au barreau de Lyon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc à l'initiative d'une plainte collective déposée à la CPI pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. On rappelle la CPI qui est une institution créée en 2002 pour examiner justement les crimes internationaux. Alors l'entité sioniste a pour coutume de jouir, on l'a dit, d'une certaine immunité et échapper à la justice internationale. En quoi mettre cette action judiciaire dont vous êtes une des figures proue ferait-elle changer ce statut d'immunité ? Déjà, elle permet de faire un rappel, c'est-à-dire que ce qu'on entend encore tous les jours dans nombre de médias, que la Cour n'aurait pas de compétences parce que Israël ne l'a pas reconnu, c'est l'occasion de dire que ça c'est fini. Voilà, ça a été tranché. Vous avez parlé de cet arrêt de la Cour de février 2021, et effectivement, le 5 février 2021, après près d'1 an de débat de procédure dans lequel Israël était très représenté, avec de nombreux professeurs et groupes et lobbies, etc. Moi, ce procès, je le connaissais bien. Je représentais les habitants de Gaza en tant qu'avocat. Et le procès, c'est nous qui l'avons gagné, c'est eux qui l'ont perdu. Et la Cour a jugé que la Palestine est un État et qu'elle a compétence sur Jérusalem Est, sur la Cisjordanie et sur Gaza. Voilà. Donc l'arrêt, je l'ai ici. Et vous voyez, Cour pénale internationale, et on a bien la mention qu'il faut apporter, je ne sais pas si on voit votre caméra, la Palestine est un État. Voilà. Donc, je pose, ce qui fait que pourquoi choisir cette juridiction? Parce que, est-ce que vous connaissez beaucoup d'autres juridictions internationales qui ont dit clairement la Palestine est un État? La CPI, c'est la seule. Voilà. Et elle a déjà dit que Jérusalem était. Oui, pardon. Vous faites bien d'en parler puisque effectivement il n'y a pas beaucoup d'institutions internationales qui reconnaissent la légalité de l'État palestinien. Qui dit légalité, c'est-à-dire un État souverain qui aurait la souveraineté sur la Cisjordanie et sur la ville d'El-Quds, sur toute la partie est. Et on sait que justement les sionistes actuellement veulent annexer cette partie de la ville. Donc c'est une espèce de bras de fer judiciaire international qui est instauré actuellement.
Ben, ce sera le prochain épisode. C'est-à-dire que là, on a déposé plainte pour le génocide parce qu'il y a une urgence flagrante et on essaye de prendre d'obtenir des mesures provisoires pour marquer le coup. Mais le procès qui suivra, je l'annonce tranquillement parce qu'il a déjà été c'est beaucoup travaillé tout ça. Ça sera le procès de Jérusalem, vu que la Cour a reconnu que dans cet arrêt que je vous ai montré que Jérusalem était une souveraineté palestinienne, Jérusalem-Est, la Cour dit je ne me prononce pas sur tous les éléments historiques, je prends la situation telle qu'elle est, c'est la ligne verte. Eh bien, dans le cadre de la ligne verte, Jérusalem-Est reste juridiquement sous souveraineté palestinienne. Donc on a déjà pratiquement fait juger qu'il y avait une colonisation et donc une annexion illégale. Et évidemment que la partie israélienne s'était battue pour cet arrêt, discrètement, parce que c'est un arrêt de procédure, de compétence, ça n'attire pas beaucoup la lumière, mais c'était une bataille essentielle. Et voyant que la partie était en train de lui échapper, elle dit de toute façon si on perd, on fera appel. Alors on lui fait pas appel parce qu'il est pas membre de la Cour, mais il comptait sur ses soutiens. Les quelques États comme la Hongrie ou l'Allemagne qui y avaient fait, ben, ni la Hongrie ni l'Allemagne n'ont fait appel. C'est-à-dire qu'ils savent que c'est fini. Et on a donc un excellent terrain devant la Cour pour travailler sur cette fin de l'impunité, vu que l'impunité est effectivement la première cause du renouvellement des crimes. Dans ce type d'action judiciaire, on peut aussi, je parle de la plainte déposée à la CPI, vous et 500 autres spécialistes du droit international, on peut interroger dans ce type d'action les complicités éventuelles si le délit de génocide est retenu. Et on sait que l'entité sioniste a certains alliés de taille, le premier d'entre eux, Washington. Comment, dans ce cas précis, on peut par exemple, enquêter ou interroger ce type de complicité quand il s'agit de puissances comme la puissance américaine, par exemple? Écoutez, je parle de choses graves. Et votre émission traite de sujets très sérieux et nous sommes vus, y compris en Palestine. Donc on ne lâche pas des mots comme cela. Mais je vous dis qu'évidemment, pour le moment, nous focalisons sur les principaux responsables et on a demandé mandat d'arrêt contre Monsieur Netanyahou, son ministre de la Défense et le ministre, le responsable militaire. Mais si, et on espère, on a beaucoup avancé sur ce thème, mais se posera très vite la question des complicités, et ça va se jouer de deux manières. Il va d'abord y avoir un appel qui sera lancé aux grandes capitales occidentales, qui ont tous les jours les droits de l'homme, les droits de l'homme, les droits de l'homme comme slogan, et en disant est-ce que vous restez complice de quelqu'un qui est impliqué dans une affaire de génocide. Et vis-à-vis des États-Unis, avec lesquels il y a absolument, hélas, aucun dialogue, mais ça, on le voit bien, c'est une volonté de dominer le monde. C'est un pays qui ne ratifie aucun traité et qui annonce qu'il va qu'il va implanter la démocratie et la liberté. C'est le paradoxe le plus absolu. Israël dit, moi, je signe pas les traités, c'est parce que je veux occuper la Cisjordanie, au moins c'est clair. Alors que les États-Unis, je vais défendre la liberté dans le monde, et il ne ratifie aucun traité, pas même la Convention sur les droits de l'enfant. Et quand la guerre a commencé, il y a eu un subventionnement de 14 milliards de dollars pour Israël. C'est donc il est clair que si demain les États-Unis disent stop, Israël est obligé de s'exécuter. Alors la question sera posée et on va le dire très clairement. On s'occupe pour le moment de la partie principale. La CPI est une grosse institution, mais elle n'a pas des moyens démesurés. Donc pour le moment, on essaye dans cette phase de première phase d'obtenir des mesures marquantes, mais ensuite on demandera évidemment que les complices soient pris de la même manière. Donc Monsieur Biden. Monsieur Biden, oui. À l'époque, je vous posais la question, puisqu'à l'époque, les victimes de l'agent Orange répandu par l'armée américaine lors de la guerre du Vietnam ont tenté, les familles des victimes ont tenté des actions judiciaires contre l'armée américaine ou les différents organes militaires des États-Unis. Et selon la loi américaine, aucun citoyen américain représentant une institution militaire ne doit répondre de ses actes devant une institution internationale, au-delà de la non-signature des traités. C'est une loi fédérale américaine. Comment avec cette donnée, on peut opérer quand on étudie, par exemple, ou on examine les complicités éventuelles, notamment les complicités du silence entre l'État américain et l'entité sioniste?
Ce sont des accords que les États-Unis font signer par leurs partenaires sous la pression, ce qui fait que quand on voyait des exactions commises par les soldats des États-Unis en Afghanistan, par exemple massacrer une famille et uriner sur les cadavres, eh bien les auteurs étaient discrètement évacués dans un camp militaire, on ne sait où, aux États-Unis, avec un conseil de discipline, et ils s'en tiraient pas avec les honneurs, mais pas loin. Donc ils imposent à leurs partenaires une clause en disant: il y a une base, il y a mes soldats, mais il faudra jamais exercer de recours contre mes soldats, autrement je me retire tout de suite. Voilà. Et les États sont en situation de faiblesse et signent ce genre de documents. Mais sur le plan de l'analyse, il faut d'abord les dénoncer pour que les gens sachent comment les États-Unis pratiquent, et ensuite ils n'ont pas de valeur devant la Cour pénale internationale. Pour nous, la règle elle est très très simple, et je peux vous dire que lorsqu'on fait des rencontres de travail à la CPI, on n'y revient pas 2 minutes, c'est que la Cour s'est prononcée: tout crime de guerre commis sur le territoire palestinien, que ce soit par l'auteur direct ou par les complices, relève de la compétence de la Cour. Alors les accords que les États-Unis ont pu faire signer avec Pierre, Paul ou Jacques, ça nous indiffère. Une question maintenant sur la plainte elle-même. Une plainte pour génocide a été donc déposée. Alors le terme génocide est utilisé peut-être à tort et à travers de nos jours. Pourquoi pensez-vous que dans le cas qui nous intéresse, les conditions d'un génocide soient réunies? C'est pas moi qui le pense, c'est la jurisprudence. C'est-à-dire qu'un avocat ne travaille pas comme quelqu'un qui parle, simplement. C'est quelqu'un qui bat une base scientifique. Et dans le génocide, depuis 1945, et on en distingue deux. Il y a le génocide par élimination physique, ce qui était le génocide juif. Mais il y a le génocide par destruction du cadre social, pour qu'il n'y ait plus d'existence pour un peuple. Bon, et c'est cette deuxième alternative qui a beaucoup été jugée. On a sur la plainte retrouvé qu'il a fallu faire rapidement, mais qui n'a pas été contestée depuis. Hein. D'ailleurs, cette plainte elle circule de partout depuis maintenant 3 semaines, et elle n'a pas été attaquée. On cite une quinzaine d'arrêts qui ont été rendus par le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, le tribunal pour le Rwanda, la Cour pénale internationale, la Cour internationale de justice. Donc c'est pas ma pensée, c'est ce travail scientifique. Et on prend comme référence la plus simple celle des Rohingyas, où la Cour internationale de justice a retenu des éléments avec toujours les références. C'est-à-dire qu'une phrase, une référence. Coupure de l'eau, coupure de l'électricité, raréfaction de l'alimentation, remise en cause, attaque des services médicaux, destruction des maisons, transfert forcé de population, violence policière. Là, c'est pas violence policière, ce sont des bombardements comme jamais vus, vu qu'en 4 jours de bombardement sur Gaza, il y a autant d'armes utilisées que sur 1 an pour l'armée américaine en Afghanistan. Donc, ce sont ça les éléments matériels, et ils s'accompagnent d'un élément intentionnel particulier en matière de génocide, qui est un discours déshumanisant, qui montre à la population que si tout ça lui arrive, c'est parce qu'elle n'a plus sa place sur cette terre. Voilà. Alors, Et donc, c'est vraiment le cadre du génocide. Alors, j'apporterai encore un élément de fait, c'est que la loi, aucune loi ne fixe, aucun traité international ne fixe un seuil en disant à partir de tel niveau. Mais tout le monde connaît l'affaire de Srebrenica qui a été jugée avec des condamnations pour génocide, des peines de prison très sévères. Il y avait eu 8600 morts. Donc vous voyez à quel point nous sommes exactement dans les références de la jurisprudence. Et si cette plainte a ce succès international auprès des juristes, actuellement, aujourd'hui, quand nous parlons, nous sommes à 620 à l'avoir signé, plus des grands professeurs de droit qui nous rejoignent et qui se tiennent prêts, plus des groupes qui recherchent les preuves. Il y a toute une armature qui se met en place. Et on sera d'ailleurs mercredi à Alger avec une réunion des barreaux pour en parler. C'est qu'il y a du contenu, vous comprenez? Voilà. Donc c'est une plainte très solide. Alors, justement, on fait souvent aussi la confusion entre crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Pouvez-vous brièvement nous expliquer la nuance? Ben, vous savez, sur ce plan, il faut lire, encore une fois, un avocat donne ses sources, hein, il faut lire le statut de la Cour pénale internationale qui fait référence en matière de droit pénal.
Bon, c'est-à-dire que les pays ont ratifié ou non la CPI, mais enfin tout le monde reconnaît que ce traité, il s'inspire de ce qui étaient les bases du droit et enrichi par la jurisprudence des tribunaux spéciaux. Donc ce sont des décisions qui sont reconnues de partout comme d'excellente qualité. Là, le statut définit les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le génocide. Article 8, article 7, article 6. Donc le génocide est au-dessus même des crimes contre l'humanité. Les crimes de guerre, ben, c'est de la guerre, mais qui devient avec des actes qui ne respectent ni la proportion, ni la distinction, et puis toutes sortes de facettes. Et les crimes contre l'humanité sont sans doute assez proches, mais il y a un côté systématique d'atteinte au peuple. Bon, une politique systématique d'atteinte au peuple. Ça, c'est au niveau du statut. Mais ensuite, quand il y a polémique, ben moi je sors, comme je vous ai produit tout à l'heure l'arrêt du 5 février en disant la Palestine est un État, il faut produire le document qui s'appelle Éléments de crime. Et c'est un recueil qui est disponible sur le site de la Cour, qui est traduit, il y a d'ailleurs une traduction arabe, et où là ce sont les définitions très précises, les plus qu'il y ait. Donc en fait, on regarde si tel fait rentre dans telle définition. Et c'est un travail d'analyse juridique classique. Mais en fait, maître, un génocide n'a pas grand-chose à voir avec le nombre de victimes, mais prouver l'intentionnalité serait amplement suffisant, c'est ça? Alors, le nombre de victimes n'est pas un critère absolu dans le cadre du génocide par destruction du lien social, ce qui est notre cas. Bon, et le nombre de décès, ce qui nous marque surtout, c'est que il y a plus de 95 ou 98% qui sont des civils. Et je regardais aujourd'hui, parce qu'on prépare les dossiers pour la Cour, la situation de Beit Hanoun, ou le camp de Djebalia, où on a des cratères qui montrent dans une zone habitée qu'il y a une volonté d'atteindre la population civile. Quand on voit Beit Hanoun, la ville était rasée, donc il y a eu 3 et 4 équipes de journalistes qui ont pu y aller pendant 2 heures, et ils disent c'est inhabitable, il n'y a plus rien du tout. C'est-à-dire que il faut tout refaire. Et donc c'est une manière de dire aux Palestiniens, vous ne serez jamais chez vous. Et le fait de tuer les enfants dans cette proportion, avec cette décontraction et cette simplicité, fait partie de ça. C'est pour dire aux parents, partez. Partez, si vous voulez la sécurité pour vos enfants, il faut partir, parce qu'on reviendra quand on voudra et on en tuera encore. Et donc, il y avait eu, en 2014, quand il y avait une agression militaire, la ministre de la Justice israélienne qui a fait une déclaration en disant il faut viser les femmes enceintes, parce que ce sont les enfants qui représentent le futur, et c'est ce futur qui est dangereux. Donc, vous voyez, il y a une tradition. Mais au-delà de ces déclarations circonstancielles, de propos, on sait bien, c'est les animaux, leur vie ne sera plus jamais, enfin, toutes les déclarations, elles sont dans notre plainte et on les collectionne pour les remettre au procureur. Mais il faut le voir, et pour ça, la plainte, elle part d'une analyse depuis 1917, la déclaration de Balfour. J'allais en parler. Justement, voilà. On évoque l'histoire, vous faites bien de le dire, ce drame palestinien ne remonte pas au jour précédent le 7 octobre, mais bien en 1917, comme vous venez de le dire, lorsque Lord Balfour et Alfred Milner, qu'on oublie souvent d'ailleurs, puisqu'il a joué un rôle prépondérant dans cette politique, Alfred Milner était un membre du cabinet militaire britannique de David Lloyd George entre 1916 et 1918, qui a joué un rôle aussi dans la partition, la situation de la Palestine qui nous occupe aujourd'hui. J'en viens à ma question. Maître, n'avez-vous pas le sentiment que c'est toute une politique occidentale concernant la Palestine que vous mettez sur le banc des accusés? Mais bien entendu, parce que Balfour, il était occidental et qu'il y a eu un consensus qui s'est fait autour de cette question en disant tous ces peuples arabes vont arriver avec la fin de l'Empire ottoman à l'indépendance, il faut quelqu'un sur place pour les mater et pour les diviser. Et donc, c'est comme cela que, par opportunité, on a repris les résolutions du congrès de Bâle qui datait de 20 ans et qui n'avait pas eu beaucoup de succès. Donc, depuis cette date, quelle est la ligne de fond? La ligne de fond, et là ça parle au peuple algérien qui s'est battu pour son droit à l'autodétermination, c'est le déni du droit à l'autodétermination. Donc il existait un peuple sur sa terre, ce peuple palestinien vivait sur la terre palestinienne. Et à partir du moment où vous rentrez
dans l'idée qu'on remet en cause le droit à l'autodétermination parce que l'un est supérieur à l'autre et peut donc s'imposer, vous entrez dans la logique de guerre. Et ça, c'est pas Devers qui vous le dit, c'est la charte de l'ONU qui dit que la condition que la paix repose sur la coexistence des peuples. Quand un peuple s'estime supérieur à un autre, peut lui prendre sa terre, faire la Nakba en vidant de sa nouvelle terre acquise par la force armée 90% de la population, parce qu'à la Nakba, on souligne souvent le chiffre de 700 000, qui est très important, mais il faut bien rappeler que c'est 90% des Arabes musulmans qui ont été chassés de leur terre, parce que si vous voulez créer un État juif, ce qui était la volonté, eh bien ça ne sert à rien qu'il y ait une majorité arabe. Donc tout ça se place dans cette logique qui est de nier le droit à l'autodétermination des Palestiniens qu'on voit ensuite avec les accords Abraham, etc. Et en disant finalement réfugiés d'un côté, dans la misère de l'autre, sous blocus à Gaza, on donne un petit peu d'argent et puis les choses vont passer comme cela. Il n'y a plus de peuple palestinien. Et le 6 octobre, ils étaient tous en train de se dire, petit à petit, la question palestinienne, elle passe. Elle ne passe absolument rien. Et toute l'histoire est là pour dire que ce sont les peuples qui gagnent. Il faut souffrir. Ça peut être très long. Là, on a un exemple qui est assez extraordinaire d'une occupation militaire depuis 67 et cette construction de 48 qui juridiquement n'est pas achevée, mais la base est la négation du droit à l'autodétermination. Et ça, nous l'expliquons dans la plainte. Il y a une racine profonde qui est la remise en cause du droit des Palestiniens à vivre sur leur terre, qui est utilisée avec le gouvernement extrémiste que l'on a actuellement pour pratiquer l'acte génocidaire. Mais le génocide, il est dans la négation du droit à l'autodétermination. Alors, Gilles Devers, Karim Khan, le procureur de la CPI, est donc vivement attendu à Raza pour enquêter. Sûrement, il doit avoir aussi des pièces qu'il doit à présent déjà analyser. Donc, est-ce que selon vous, on s'attend plus ou moins à ce qu'il subisse des pressions dans son enquête? Écoutez, les pressions, moi je suis sur les démarches auprès de la CPI pour la Palestine depuis janvier 2009. Donc on sait ce que c'est, on sait ce que ça a été pour l'autorité palestinienne quand elle a décidé de ratifier le traité le 1er janvier 2015. Qu'est-ce que c'était pour les puissances occidentales? C'est un pays qu'on qualifie si volontiers de terroriste qui venait se soumettre à une juridiction internationale et dire je respecterai le droit international en toutes circonstances. Donc vous avez entendu les louanges, les messages de félicitations, ça n'arrêtait pas de tous les jours. Il n'y a absolument rien eu, évidemment, je plaisante. C'est-à-dire qu'il a fallu un courage important au président Abbas, que je souligne très clairement ici pour avoir vécu ces événements, parce qu'il n'y a pas eu un seul pays occidental pour dire à la Palestine, vous rejoignez un traité en vous plaçant sous le contrôle d'un juge, et c'est bien. Pourquoi? Parce que si on se place sous le contrôle d'un juge, on remplace le contrôle du juge, et évidemment, la partie agressive, c'est-à-dire la puissance militaire occupante. Gilles Devers, je vous coupe, désolé, puisqu'on arrive à la fin de notre rendez-vous, mais j'ai une dernière question à vous poser, si vous pouvez répondre rapidement. Quelle est l'étape suivante? Après, pour le moment, oui, pour le moment, allez-y. On travaille sur l'urgence, c'est-à-dire que cette plainte a eu un mérite, c'est d'imposer la question du génocide sur le plan international. Tout le monde ne parle plus que de ça. Deuxièmement, il y avait une enquête qui était latente. Maintenant, il y a une enquête approfondie qui est faite par la Cour pénale internationale. Est-ce qu'il y a un calendrier? Ah oui, on y était mercredi dernier. Il y a 3 personnes qui s'en occupent. Elles ont priorisé ce dossier et on a eu un échange très technique, comme l'on a entre avocats et procureurs, sur l'avancée matérielle. Et ce qui nous est demandé, c'est de faire ce que le procureur ne peut pas faire, se rendre sur place, donc d'utiliser nos contacts pour donner le plus grand nombre de renseignements de terrain, en disant clairement que le fait que les enquêteurs ne puissent pas se rendre sur place, à ce stade de début d'enquête, ne devait pas être un frein, et chacun travaille, nous, de notre côté, et le procureur, en voyant comment il peut prendre des mesures qui vont marquer l'opinion et qui vont faire amener tous les États à réfléchir. Merci pour tous ces éléments, Gilles Devers. Merci de nous avoir expliqué